En manchette aujourd'hui, la construction de la nouvelle bibliothèque de Jonquière va bon train et le ralliement régional des chorales s'implique en grand dans les fêtes du 175e. Bienvenue à votre web journal. Bonsoir et bienvenue à votre web journal du mardi 19 mars 2013. Le budget consacré à la construction de la nouvelle bibliothèque de Jonquière, située au coin des rues du Vieux-Pont et Saint-Dominique au centre-ville, sera respecté. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le maire Jean Tremblay lors de la visite du chantier avec les médias. Un reportage de Johanna Bouchard. La nouvelle bibliothèque en construction sera grande et multifonctionnelle. Plus de 35% des travaux sont complétés, ce qui représente, selon le maire de Saguenay, une avance sur leur échéancier. La bibliothèque où le bois sera prédominant contiendra un restaurant de style café, un local réservé pour les inscriptions aux différents sports de la ville, une salle pour des présentations et un grand escalier qui sera l'un des points centraux de cette nouvelle infrastructure. Une vue sur la rivière aux Sables est aussi un aspect important de la nouvelle bibliothèque. En ce qui concerne le budget alloué pour cette construction, le maire Jean Tremblay compte bien le respecter. Le budget va être respecté. Alors, l'ensemble de tous les travaux, si on inclut la bâtisse, les taxes, les frais professionnels, l'ameublement, l'aménagement extérieur, on s'était fixé un objectif de 10,5 millions pour tout ça et on va être dans nos budgets. Il n'en restera pas, là, mais on va être dans nos budgets de 10,5 millions. Selon le maire, Jonquière est un arrondissement important et il faut lui donner une image, ce qui explique la hauteur de la bibliothèque. Ce projet changera aussi l'image que l'on a de la rue Saint-Dominique. C'était pas évident sur la rue Saint-Dominique de se bâtir quelque chose de très beau parce que l'environnement n'est pas beau. Mais là, ça va devenir de plus en plus invitant et la ville n'aura pas fini. L'ancienne rue Saint-Dominique, telle qu'on la connaissait, là, ça sera plus pareil dans les prochaines années. Selon le maire Jean Tremblay, les travaux seront terminés au plus tard le 1er octobre prochain. Johanna Bouchard, ATM Nouvelles, Saguenay. Un mandat d'arrêt a été lancé aujourd'hui contre les frères Jacques-Olivier, 20 ans, et Raphaël Bellil, 23 ans, par le service de police de Saguenay. Ils sont actuellement recherchés par le Bureau des enquêtes criminelles qui demande la collaboration du public pour les retrouver. Ces deux suspects seraient impliqués dans le vol qualifié survenu dans une station-service Ultramar de la rue Price dans l'arrondissement de Chicoutimi. Mercredi dernier, 3 individus cagoulés et armés ont battu le commis qui travaillait dans le commerce pour s'emparer du contenu du tiroir-caisse et de plusieurs paquets de cigarettes. Le commis a dû être conduit à l'hôpital à la suite d'un choc nerveux. Un autre suspect, Alexandre Gauthier-Lachance, a été arrêté. L'homme de 23 ans a comparu aujourd'hui à Montréal. À la suite d'un accident mortel survenu dans la région du centre du Québec, le coroner Yvon Garneau propose d'augmenter à 9 le nombre de points de démérite pour les usagers du téléphone cellulaire au volant. Actuellement, une telle infraction entraîne une perte de 3 points. Selon le porte-parole de la sécurité publique de Saguenay, Bruno Cormier, l'augmentation serait un peu forte, mais des mesures doivent être prises puisque 128 infractions ont déjà été rapportées à Saguenay depuis le 1er janvier. Je vous laisse l'entendre. Mais on se doit de faire une réflexion là-dessus et c'est malheureusement comme ça souvent que les gens cessent de faire quelque chose qui va à l'encontre du code de la sécurité routière. Malheureusement, c'est avec le portefeuille et les points d'inaptitude. Quant à la population, la majorité est en faveur du projet pour la sécurité pour tous. Ils estiment qu'il est enfin temps de faire respecter cette loi pour laquelle on recense encore beaucoup d'infractions. Voici ce que les gens interpellés avaient à dire. Le 9 points, c'est aussi quand on passe un stop d'un autobus scolaire. Donc, ça peut être l'équivalent, je dirais, un délit qui est équivalent. Donc, ça serait normal là, de faire une équivalence entre les points de démérite. C'est pas qu'est-ce qu'on fait de mal, c'est quand on fait mal aux autres qui fait. Parce que si tu enlèves plus de points, bien, plus qu'ils vont faire attention. Si c'est ça que ça prend, dans le fond, pour que les gens arrêtent de l'utiliser, bien, c'est là qu'on va voir s'il y a vraiment une différence puis si ça change vraiment de quoi pour la sécurité au volant. Donc, je pense que c'est une bonne affaire. C'est quasiment la seule façon que ça va nous décider d'arrêter
de parler au volant, le fait d'avoir 9 points qui vont nous être enlevés. Parce que, regarde, il y a plein de sanctions, mais c'est pas encore assez parce que la preuve, comment qu'on en voit encore qui parle au cellulaire et qu'il y a des accidents encore à cause de ça. Un octogénaire a été retrouvé sans vie hier derrière sa résidence de la rue de l'Église à Saint-François-de-Sales. Les premières constatations laissent présager une mauvaise chute lorsque l'homme serait revenu du boisé car son corps a été retrouvé sous une corde de bois. Alors que la Sûreté du Québec vient d'ouvrir une enquête, une autopsie sera pratiquée pour déterminer les causes exactes du décès. La ministre de l'Éducation, Marie Malavoie, a proposé le projet de loi 23, soit d'instaurer de nouvelles classes de maternelle avec des enfants de 4 ans en milieu défavorisé dans le but de lutter contre le décrochage scolaire. Et Anne-Julie Larouche, le regroupement des CPE de la région, est contre ce projet de loi. Oui, Geneviève, tous les CPE de la région sont contre ce projet de loi. Ils ont peur vraiment de scolariser les enfants trop tôt. Ils voudraient qu'on prenne exemple sur la Finlande, qui est un des pays les mieux scolarisés au monde. Et les enfants en Finlande commencent l'école seulement à 7 ans. Donc, on voit un peu la différence d'âge. Alors, je vous laisse entendre ce que le responsable du regroupement des CPE de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, M. Élie Truchon, avait à dire. Il y a un mythe qu'il faut déconstruire, c'est-à-dire qu'on pense que plus tôt on va mettre les enfants à l'école, plus ils vont avoir des chances de réussir par la suite. Mais les recherches puis les exemples de d'autres pays nous démontrent complètement le contraire, qu'au contraire, il y a plus de danger qu'autre chose de scolariser trop tôt les enfants de 4 ans. Et Geneviève, M. Truchon croit que le Québec prend exemple sur la France, qui, selon lui, est vraiment un mauvais exemple de scolarité parce que les jeunes commencent l'école à l'âge seulement de 3 ans. Et pour lui, c'est vraiment un échec cuisant. Et c'est également un sujet très sérieux parce qu'on parle d'enfants d'âge de 4 ans en milieu défavorisé qui sont assez vulnérables. Et il trouve qu'il n'y a pas assez d'études qui ont été faites sur le sujet. Pourtant, un projet pilote a été mené en 2009, n'est-ce pas? Oui, exactement, Geneviève. Ça a été appuyé par des chercheurs de l'UQAM à l'école Saint-Zodique avec des enfants de 4 ans. Donc, en fait, la proposition de la ministre de l'Éducation a quand même le mérite d'avoir été testée au préalable. Donc, il faut parler de coupe, car le gouvernement Marois a coupé 56 millions dans le budget des garderies. Comment le milieu réagit face à ça? Tout d'abord, il faut préciser qu'est-ce qui a été touché. C'est le bureau du coordonnateur, c'est également les CPE de tout le Québec, également les garderies privées subventionnées. Et M. Truchon me mentionnait qu'il ne savait pas du tout où que les CPE allaient couper parce qu'on touche vraiment les services directement liés à l'enfant. On parle de nourriture, on parle également de services pédagogiques, donc il trouve ça un peu problématique. Et il pense aussi que les valeurs que Mme Marois a véhiculées dans sa campagne dernièrement n'ont pas été respectées. Je vous laisse l'entendre. Le terme trahi, on comprend que c'est fort, mais écoutez, quand on nous dit quelque chose puis que par après, c'est complètement le contraire qui arrive. Merci, Anne-Julie. Je vous en prie. Le ralliement régional des chorales, appelé La Gaillarde, veut faire les choses en grand pour souligner le 175e anniversaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'histoire de la région sera revisitée à travers 14 compositions régionales interprétées par 300 choristes le 14 avril à Saguenay. Catherine Morancy, justement, quelles sont les particularités de ce spectacle? Eh bien, Geneviève, la plus grande différence, c'est qu'il y aura 14 chansons qui seront représentées, soit par une pièce composée par un auteur d'ici, ou encore qui s'intègre au contexte socio-historique de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et il y aura aussi un drapeau humain qui va représenter les couleurs de la région fait par les choristes. Donc, chaque choriste portera un foulard aux couleurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et finalement, il y aura une pièce qui sera dirigée par près de 14 chefs d'orchestre. Donc, l'organisation promet vraiment un voyage tout en couleurs, tout en émotion lors de ce spectacle le 14 avril prochain. Et quel a été le plus grand défi que la direction a dû relever pour organiser ce ralliement? Selon la chef de chœur Lynn Rompré, le plus grand défi a vraiment été la recherche musicale et l'adaptation aussi, car il faut comprendre que ce n'est pas toutes les chansons qui sont adaptées pour être chantées en chorale. Donc, c'est un travail qui dure depuis près de 2 ans. 4 directeurs musicaux ont fait la recherche pour trouver les bonnes chansons à jouer. Et Lynn Rompré se dit d'ailleurs très honorée de faire partie de cette organisation-là. Je vous laisse l'écouter. C'est de l'adrénaline pure, OK? Parce que quand tu as 300 personnes qui chantent pour toi, devant toi, et qui
que tu diriges, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire de sentir des choristes qui s'abandonnent à ton interprétation. Et pourquoi l'organisation a-t-elle décidé de s'associer cette année en particulier avec les fêtes du 175e? Geneviève, la directrice, y a vu une occasion en or, surtout pour offrir un spectacle époustouflant aux spectateurs, comme elle me l'a confié, mais aussi pour bonifier son budget et ajouter quelques technicalités au spectacle. Je vous laisse l'entendre. Ça nous a permis justement d'ajouter un peu plus de technique. Par exemple, on va avoir 2 écrans d'ailes. Alors, ces 2 écrans-là, vu que la salle est grande, ça va permettre aux spectateurs de mieux voir et aussi d'avoir un côté historique sur l'écran. Et très brièvement, à quoi peuvent s'attendre les spectateurs le 14 avril prochain? Les gens vont vraiment se retrouver dans leur fierté et dans l'histoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour le spectacle, selon l'organisation. Catherine. Le vice-président régional de la Fédération de la santé et des services sociaux de la CSN, Gaston Langevin, se dit rassuré par les propos de la directrice générale de l'Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Martine Couture, à l'effet que les craintes de fusion avec les syndiqués de l'Agence régionale de la Côte-Nord seraient injustifiées. L'embauche infructueuse d'un directeur des ressources humaines à l'Agence de la Côte-Nord laissait planer ce doute. L'entente de service conclue entre les 2 régions sera renouvelable, si besoin est, lorsque viendra à échéance dans 2 ans. Les fraudeurs ont 1001 façons de déjouer les commerçants et les nouveaux billets de 20 $ en polymère viennent changer les habitudes autant des fraudeurs que des commerçants. C'est pourquoi la Sûreté du Québec profite du mois de la prévention de la fraude pour faire la tournée des commerces de son territoire afin de donner des conseils pour éviter de tels actes. Mon collègue Étienne Dubois s'est entretenu à ce sujet avec le coordonnateur régional en relations communautaires de la SQ. Jean Tremblay, bonjour et merci de vous être déplacé. Tout d'abord, vous avez décidé cette année de vous concentrer sur les billets de banque pour le mois de la prévention. Pourquoi un tel choix? Bien, en fait, c'est que cette année, c'est l'avènement du nouveau billet de banque canadien. Et nous sommes partenaires privilégiés avec la Banque du Canada. Et eux, en émettant des dépliants cette année, un travail de publicité, je peux dire, au niveau des commerçants. Ça concordait bien avec le mois de la fraude, qui pour nous est très important, une fois par année. Ce mois-là, on en profite pour rencontrer nos groupes à risque, dont entre autres nos commerces. Fait que cette année, ça faisait bien. Justement, quel a été l'impact des nouveaux billets en polymère qui ont été instaurés il y a 1 an? Bien, l'impact, là, je dirais pour l'instant, c'est que c'est un billet qui est plus performant en termes de durée de vie. Il va durer 5 à 7 ans au lieu de 2 à 4. Et bien, l'avènement du polymère fait en sorte que c'est nouveau pour notre population. Pour les personnes plus âgées, un peu qui n'ont jamais vu ce genre de billet-là, bien, le fait de les rencontrer et de leur en parler, bien, pour eux, bien, ça fait moins une nouvelle bébite de l'espace. Puis quel conseil vous donnez aux commerçants quant aux biens en polymère? Bien, c'est quand on a un doute, c'est toujours de faire l'inspection, de faire attention. Comme on le voit sur l'enveloppe de plastique qu'on fournit avec le dépliant et le petit carton, c'est qu'il y a des éléments de sécurité sur le billet, dont entre autres les filigranes ici, où celui du bas a plus de couleur que celui du haut. La texture du billet, qui est une texture qui est progressive au niveau de l'encre. Il y a toutes sortes de petits trucs dessus qu'on enseigne à nos commerçants ou qu'on attire leur attention pour ne pas se faire avoir. Quels sont les autres trucs qui sont donnés, notamment pour les terminaux? En général, les terminaux, c'est aux commerçants, mais c'est de faire attention, de le vérifier souvent. On essaie de les faire verrouiller le soir si possible, un coup que le commerce est fermé. Mais, pour les terminaux, c'est plus à la clientèle, je dirais, qu'on s'adresse de faire attention à faire affaire avec des terminaux qui sont fixes, d'essayer de toujours avoir à vue le terminal, de manière à ce qu'il n'y ait pas de fraude là, qui se passe sous le comptoir. Justement, pour les NIP, quelle est l'importance de les cacher? Quelle est l'importance justement pour un caissier ou une caissière de prendre son temps avec un client? Bien, en fait, le NIP, ça va des deux côtés. Hein. Je dirais pour le client, le NIP, c'est de faire attention. Le NIP, c'est notre compte de banque. C'est nous, c'est personnel. Il faut faire attention. On le cache un peu si c'est possible. Ça peut aller jusqu'à demander à quelqu'un de se reculer un peu pour qu'il vérifie notre numéro par-dessus notre épaule. Au niveau du commerçant, bien, lui, c'est un genre d'éducateur à sa clientèle. Quand on arrive dans des personnes plus âgées un peu, qui sont habituées de faire attention puis de ne pas prendre leur place, bien, c'est peut-être bien de les aider à
à cacher leur numéro, faire attention. Pensez-vous qu'il y a un manque de connaissances, justement, du côté des commerçants? Non, je ne croirais pas. Notre population commerciale est bien éduquée. Ils ont des chambres de commerce, ils ont beaucoup de réunions, ils ont la Banque du Canada, ils ont nous, le service de police. Il y a plein de monde qui sont capables de leur donner des idées, de les aider dans le cheminement d'un commerce, que ce soit un nouveau commerçant ou un ancien. Et quelquefois, bien, quand nos parrains passent en village, bien, le fait de rencontrer les commerçants, bien, ça peut leur donner des trucs, de manière à toujours garder la garde assez haute au niveau de la fraude. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples de fraudes qui sont faites dans les magasins? La fraude, bien, il y a toujours la fraude, mais c'est pas nécessairement directement avec des billets de banque, mais c'est la fraude par crime informatique ou une commande qui arrive par téléphone, une commande qui va être souvent livrée à un endroit qui n'existe pas et que ça va être payé par carte de crédit. À ce moment-là, le client, lui, il va faire livrer son stock, mais la carte de crédit, elle, c'est une fausse. Le commerçant, lui, a l'impression qu'il vient de faire une belle vente, mais en réalité, il vient de se faire soutirer des équipements qui s'en vont dans des adresses qui n'existent pas ou à peu près pas. Puis quand le livreur va débarquer le stock, là, c'est fait en dehors, dans d'autres villes. Et eux vont débarquer les équipements à l'endroit désiré. Mais le lendemain, les équipements ne seront plus là, puis il n'y aura pas de traces de personne. Et demander du change, faire des échanges de billets, c'est un cas de fraude fréquent? Bien, c'est pas nécessairement fréquent, mais on le rencontre quelques fois dans les commerces où la caissière va avoir été sélectionnée au préalable par ce genre de fraudeur-là. On va trouver que c'est une caissière qui est peut-être plus gênée un petit peu ou nouvelle. On a profité pour vous demander du change pour un 100 on va vouloir avoir un 100 et là, en discutant avec une autre personne qui l'accompagne, bon, on va essayer de mêler la caissière pour s'apercevoir à la fin qu'elle s'est fait faire de 50, 60 $. Est-ce qu'il y a un défi de toujours se renouveler parce qu'on sait que les fraudeurs essaient toujours justement de frauder? Bien, en fait, c'est d'être toujours alerte, que ce soit au niveau du commerçant de notre population, c'est ce qu'on leur demande d'ailleurs, de nous aviser quand il y a des situations qui leur semblent louches, de prendre le temps quand il y a un commerçant qui se fait avoir ou qui pense qu'il est en train de se faire avoir, de reculer un petit peu, prendre un peu de recul, nous téléphoner, prendre rendez-vous à la limite. Pour les billets, c'est pareil, essayer de le garder ou dire au client, bien, tassez-vous un peu, on va passer les autres, on va vérifier notre billet, s'il est bon. Souvent, ça peut désamorcer une situation. Et brièvement, pouvez-vous me parler un peu des impacts que la chaîne de sécurité d'Alma, quels impacts ça a? À quoi ça consiste, en fait? Bien, en fait, la chaîne de sécurité, ça a été créé avec la Chambre de commerce et le service de police chez nous. En fait, c'est que s'il y a une série de vols ou de fraudes qui s'amorcent dans le secteur d'Alma, bien, les policiers vont être capables de mettre un genre d'alarme avec les commerçants. S'ils voient qu'il y a une chaîne qui est pour se produire, bien, ils vont aviser via la Chambre de commerce d'Alma. Et là, la Chambre de commerce va distribuer l'information à tous ces commerçants. Comme ça, on peut enrayer ou on peut avoir une description de suspect pour des causes possibles. Jean Tremblay, coordonnateur régional de la Sûreté du Québec. Je vous remercie beaucoup. Merci. De retour en studio. Alors, Catherine Haut de la Liberté, que se passe-t-il dans le monde du sport? Eh bien, Geneviève, les inscriptions pour la saison de soccer sont maintenant débutées. L'Association régionale de soccer du Saguenay-Lac-Saint-Jean souhaite voir quelques 5000 jeunes s'inscrire cette année. Francis Trudeau, le sport est de plus en plus populaire dans la région. C'est 136 équipes cette année, l'année passée, qui se sont inscrites, donc environ 5300 jeunes l'année dernière. Donc, c'est d'une très belle statistique pour la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et malgré cette hausse, eh bien, depuis les dernières 20 années, eh bien, on espère voir ce nombre augmenter encore plus. Je vais laisse écouter le directeur général de l'Association régionale du soccer du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a un but que pour les prochaines années, on arrive à la moyenne provinciale, qui est à peu près, au niveau de la population, à peu près 2,30% de joueurs de soccer par rapport à la population. Présentement, on est juste un petit peu en dessous. Il nous manquerait à peu près 1000 joueurs dans la région pour arriver à ce niveau-là. Et quels seront les défis dans les prochaines années pour cette association? Eh bien, le défi principal, c'est de faire comprendre le sport, oui, aux jeunes, mais aussi aux parents, puisque plusieurs parents ne comprennent pas encore le principe du soccer, pas qu'ils comprennent le soccer, mais bien les règlements. C'est sûr que la nouvelle génération de parents qui s'en viennent dans les prochaines années, eh bien, ils comprennent le soccer puisqu'ils ont joué lorsqu'ils étaient jeunes. Et ça, c'est un point positif pour les formations et les prochains entraîneurs qui seront derrière les bancs des joueurs.
Et l'association veut aussi défaire un certain mythe par rapport au soccer. Oui, en effet, puisqu'il y a un mythe que le soccer est moins cher que le hockey pour les jeunes joueurs. Oui, c'est vrai dans la plupart des cas, mais plus le calibre augmente et plus le coût augmente aussi. Je laisse écouter le directeur général, Marc-André Leblond, par rapport à ça. Pour un enfant qui a 5 ans, oui, c'est moins cher que jouer au hockey. Ça, c'est définitif. C'est un bon sport, beaucoup de cardio, mais quand il commence à jouer, surtout dans notre région au niveau 2A, qu'il faut qu'on se déplace, ça commence à coûter un petit peu plus cher. Et comment les joueurs de soccer peuvent-ils se préparer pour leur saison pendant l'hiver? Eh bien, il n'y a pas de terrain intérieur pendant l'hiver, donc les jeunes sont invités par l'association régionale de soccer à aller dans faire du futsal, qui est du soccer à l'intérieur de gymnase. Merci, Francis. Ça fait plaisir. Le championnat provincial de volleyball 3A aura lieu à Alma les 6 et 7 avril prochains. Cet événement s'ajoute au championnat provincial universitaire qui vient d'être présenté au pavillon sportif de l'UQAC et au championnat provincial collégial 2A qui se déroulera à Saguenay à la mi-avril. 41 équipes civiles des 4 coins du Québec s'affronteront. Michael Ryder devrait faire un retour dans l'alignement des Canadiens de Montréal pour la partie de ce soir contre les Sabres de Buffalo. Il jouera aux côtés de Brian Jonta et Tomáš Plekanec. De son côté, René Bourque, victime d'une commotion cérébrale il y a quelque temps, a participé à l'entraînement du Canadien ce matin, mais sans encaisser de coups. Merci beaucoup, Catherine. Je vous en prie. Et donc, Antoine Desrosiers, que nous réserve la météo dans les prochaines heures? Oui, Geneviève, au cours des prochaines heures, on s'attend à tout un cocktail météo sur la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Commençons tout d'abord avec la région du Saguenay. On attend 5 cm de poudrerie ainsi que des bonnes rafales de vent de 40 à 60 km/h. Alors soyez prudents sur les routes et la température sera située aux alentours de -9. Pour ce qui est du Lac-Saint-Jean, ce soir et cette nuit, également de la poudrerie avec des bonnes rafales de vent, toutefois moins importantes qu'au Saguenay, avec un maximum également aux alentours de -9. Pour ce qui est de demain, sur le Saguenay, nous allons avoir une journée avec de 2 à 4 cm d'accumulation de neige avec un maximum de -5 degrés. Du côté du lac, on va avoir également de 2 à 4 cm de neige, mais ça devrait se terminer aux alentours de l'après-midi, maximum de -5. Voilà, c'est ce qui complète votre météo pour aujourd'hui. Conclut notre web journal pour aujourd'hui. Revenez-nous demain. Au revoir et bonne soirée.